Merci beaucoup, Gabriela. Merci beaucoup, Jacques, pour l'invitation et pour cette merveilleuse et défiante exposition qu'on a là et qui nous fait réfléchir à beaucoup des aspects de la réception des débris, mais aussi de notre relation avec ces images et comment elles sont là dans notre pensée et dans notre expérience. Je vais lire et excusez-moi, les français ne viennent pas très bien dans ma bouche ces jours-là, mais j'essaye de les faire doucement. Les pratiques artistiques autochtones au Brésil départent de stratégies contre-coloniales visant à résister au régime épistémologique, politique, esthétique établi par des siècles de colonisation visuelle et discursive et à énoncer des régimes propres aux peuples autochtones. Des artistes tels que Denis Ombaniwa ne cherchent pas simplement à s'intégrer dans les cadres institutionnels dominants de l'art et de son histoire. Au contraire, leur travail mobilise des technologies visuelles et des épistémologies autochtones pour recadrer les archives coloniales, réanimer la mémoire ancestrale et mettre en avant les temporalités et les cosmologies propres à son peuple. Mon intervention explore la manière dont l'artiste construit des contre-histoires visuelles et conceptuelles au héritage violent de la représentation coloniale, en particulier en se confrontant à l'imagerie produite par les voyageurs étrangers et les naturalistes du XIXe siècle. Il examine la fonction de la rasure dans son travail en tant qu'outil critique qui met en œuvre un refus de la visibilité coloniale et propose des ontologies autochtones. Cette intervention s'appuie sur deux lignes d'analyse. La première examine la production d'iconographie coloniale, les représentations systématiques réalisées par des artistes du XIXe siècle comme Jean-Baptiste Debré et Joran Moritz Hugendes, et son approximation et distance en relation avec l'anthropologie évolutionniste de la seconde moitié du XIXe siècle. La seconde s'intéresse aux interventions contemporaines de Baniwa, visant surtout la naturalisation de ces images comme document historique de la société brésilienne, en articulant sa position critique dans le cadre plus large d'une épistémologie autochtone de ce que le philosophe brésilien Nego Bispo appelle la contre-colonialidade. Les représentations coloniales des peuples autochtones du Brésil sont nées de l'imbrication des régimes de pouvoir, de curiosité et de fantaisie. Du VIe au XIXe siècle, les voyageurs et illustrateurs européens ont produit des récits visuels des Amériques qui ont renforcé les idéologies occidentales et façonné des stéréotypes durables. Ces images, particulièrement celles du XIXe siècle, souvent situées entre l'observation scientifique et le spectacle exotique, oscillent entre les constructions allégoriques de la sauvagerie et les aspirations naturalistes à la documentation empirique, toujours marquées par des codes et modes de représentation extérieures et souvent contraires à celles des sujets représentés. Au sein de cet spectre, deux courants sont particulièrement pertinents. Les gravures du début de l'époque moderne, qui mettent l'accent sur le cannibalisme de Tupinamba, et les artistes voyageurs du XIXe siècle qui ont développé des vocabulaires visuels de leur perception pseudo-neutrale et scientifique de la vie autochtone. L'iconographie de l'anthropophagie, particulièrement associée au Tupinamba, est devenue un élément central de l'imagerie européenne du Nouveau Monde. Les premiers récits de Randstad, Jean de Léry et André Thévé, popularisés par les gravures de Théodore Debry, comme on voit là, offraient des représentations lugubres de cannibalisme rituel.
Ces images, qui prétendent illustrer des témoignages oculaires, exagèrent souvent les scènes ou les mettent en scène pour susciter un choc moral et affirmer l'impératif civilisateur du christianisme. Comme l'observe Chiganga Bayona dans son essai Do Apolo de Belvedere ao Guerreiro Tupinambá, etnografia e convenções renascentistas, ces représentations sont souvent construites à partir des canons artistiques de la Renaissance, fonctionnaient comme des régimes de colonialité visuelle, incondant la violence, l'autorité et la hiérarchie épistémique dans la forme même de l'illustration. Les gravures de débris tirées des America Tertiapats, par exemple, montrent des hommes et des femmes Tupinambá démembrant et consommant des corps humains dans des compositions théâtrales et ordonnées. Alors que les textes de Staden composent des moments d'ambiguïté et même d'empathie, les traductions visuelles réduisent les acteurs autochtones à des interprètes grotesques dans une pièce de moralité d'invention européenne. Ces gravures ont largement circulé et influencé l'iconographie du Nouveau Monde, faisant du cannibale et du Tupinambá une figure permanente de l'économie symbolique de l'expansion coloniale. En revanche, les albums de voyage du XIXe siècle de Jean-Baptiste Debré et de Johann Moritz Hugendes reflètent l'évolution de l'idéologie visuelle au cours de la fin de la colonie et de la consolidation de l'Empire brésilien. Debré, peintre français qui a vécu au Brésil entre 1806 et 1831, a produit une série de dessins qui documentent la vie des peuples autochtones, des Afro-Brésiliens et des autres segments de la société coloniale et de la nouvelle nation. Si son œuvre n'est pas exempte des préjugés qui ont correctement associé à l'archive coloniale, elle révèle un regard analytique et parfois dénonciateur, même si s'inscrit dans une perspective occidentalisante. Son voyage pittoresque et historique au Brésil comprend des scènes de funérailles et des rituels autochtones marqués par la retenue émotionnelle et la sobriété de la composition, parfois réinventée auprès d'autres sources. Comme on voit, les images de Debré sont instructives. Elles critiquent l'esclavage, interrogent l'avenir du Brésil comme société marquée pour des inégalités et dépeignent les autochtones comme des sujets enchevêtrés dans la modernité plutôt que comme des reliques exotiques. Et on peut remarquer, ici une de ces sources et un autre de Debré. En revanche, Hugendes, qui a parcouru le Brésil dans les années 1820 et publié Voyage pittoresque dans le Brésil en 1835, a adopté une esthétique plutôt pittoresque et amusante. Ces personnages autochtones sont stylisés, idéalisés et souvent détachés de toute spécificité historique et anthropologique. Comme les note Ana Maria Beluso, Hugendes cherchait à plaire au goût européen et participait à une esthétique de la conciliation qui dépolitisait la présence autochtone. Ensemble, ces régimes visuels ont construit un palimpseste d'imaginaires coloniaux, certains explicitement violents, d'autres subtilement séduisants. Qu'ils soient cannibales ou nobles, primitifs, les sujets autochtones de ces images étaient positionnés comme des objets de fascination et de contrôle. Ils sont ce que Denilson Baniwa appelle plus tard des fantômes, fabriqués pour masquer les effacements et les violences de la colonisation. Je vous montre ici quelques exemples de Hugendes et on va parler plus de ça dans quelques minutes. Les interventions artistiques de Denilson Baniwa mobilisent une stratégie visuelle contre-coloniale qui réécrit et réencadre activement les archives coloniales.
Plutôt que de créer des images ex nihilo, Baniwa utilise la méthode de la rasura, un terme qui évoque à la fois l'effacement et la réécriture. En portugais, rasurar signifie faire une correction visible, une annotation ou une suppression qui laisse des traces de l'original et souvent rend un document inutilisable comme preuve. Baniwa adopte cette méthode non seulement comme un dispositif formel, comme intervention visuelle et matérielle sur l'image, mais aussi comme une opération conceptuelle et politique qui confronte la violence visuelle des représentations coloniales tout en réinscrivant les subjectivités autochtones à l'intérieur et l'encontre de ces cadres. Dans la série Rasuras, Baniwa intervient directement sur des gravures et lithographies du XIXe siècle, en particulier celle de Debré et de Hugendes, en les superposant avec la peinture acrylique, des collages, des boules de dialogue, des commentaires satiriques et des graphismes autochtones. Il ne s'agit pas d'actes d'iconoclasme, mais de défiguration dialogique. Les images originales ne sont pas détruites, mais placées sur rature, sur l'effacement, au sens du terme coigné par Derrida. Elles restent visibles mais discréditées, rendant l'image alors même qu'elle est transformée. Un exemple notable reprend l'image de Hugendas d'une soi-disant famille sauvage reposant dans une clairière composée de 2 hommes et 2 femmes, dont l'une avec un enfant sur le dos. Une configuration qui reproduit les idéaux européens de la famille nucléaire, père, mère, enfant et cercle familial proche. La gravure de Hugenda présente un idéal de famille clairement associé aux morales bourgeoises qui s'impose au commencement du XIXe siècle. Cette composition révèle une projection de la structure familiale imposée sans reconnaissance des systèmes de parenté autochtones qui incluent pas seulement les gens humains et non pas hiérarchisés au même sens de la structure familiale occidentale, mais aussi les animaux et les esprits dans les relations ancestrales partagées. Par-dessus de cette image, Baniwa peint une légende de style bande dessinée dans laquelle un personnage montre un pécari à lèvres blanches, c'est ça? Pécari à lèvres blanches, mort et dit « Ceci, mon fils, est ton oncle. » Cette phrase se moque gentiment de la présomption de l'original tout en affirmant les ontologies relationnelles autochtones où la parenté dépasse l'humain et met en avant l'ascendance interespèce. Le titre de l'œuvre, Tudo é gente, résume cette vision du monde, évoquant le perspectivisme amérindien décrit par Eduardo Viveiros de Castro. La condition commune originelle des hommes et des animaux n'est pas l'animalité, mais l'humanité. Pour des ontologies perspectivistes, tous les êtres humains, animaux, esprits sont des personnes, gente, dont les perceptions du monde dépendent de leur forme corporelle. Ce que les jaguars voient comme du sang, l'homme les voit comme de la bière. Ce qui pour un c'est le proie, pour l'autre est un parent. Cette théorie inverse la vision naturaliste des espèces comme étant essentiellement distinctes, en proposant au contraire que la différence réside dans la perspective. La rasura de Baniwa réalise ainsi une critique philosophique de l'archive coloniale, dissolvant ses frontières ontologiques rigides et affirmant un cosmos relationnel dans lequel la métamorphose et la transformation sont au cœur de l'être. Notre image, Danse des sauvages, une lithographie coloniale attribuée à une observation directe de Jean-Baptiste Debré, mais qu'on sait qu'il s'est basé dans un autre dessin de l'expédition Langsdorff. Cette scène présente comme des représentations d'un rituel autochtone au Brésil n'est pourtant pas le fruit d'une expérience de terrain.
Elle dérive en réalité d'un dessin réalisé dans le contexte de l'expédition Langsdorff à la Nouvelle-Californie. Debré n'a donc jamais observé la scène qu'il grave. Il la recompose à partir d'une image déjà médiatisée, adaptée aux attentes visuelles et idéologiques du public européen. Cette précision est cruciale. Elle dévoile que le statut de témoin visuel de Debré est en réalité une construction et que l'image elle-même, longtemps investie d'une autorité documentaire, repose sur une fiction de secondement. Cette origine secondaire, fondée sur une médiation scientifique occidentale, inscrit l'image dans un dispositif visuel colonial. Une reconstitution qui ne cherche pas à comprendre, mais à classifier, ordonner et assigner des rôles figés au peuple représenté. Loin de documenter une scène autochtone réelle, elle performe une vision européenne de la ritualité autochtone en accord avec les attentes esthétiques et politiques du regard européen. À travers ces prismes, les gestes de Denilson Baniwa ne viennent pas perturber un document stable, mais mettre à nu la structure fictionnelle de ce que l'on présentait comme preuve. Face à cette matrice d'images fictionnalisées mais historiquement investies d'autorité, Baniwa intervient, non pour la corriger, mais pour en exposer les logiques sous-jacentes. À la scène chorégraphiée d'une ritualité autochtone imaginaire, il superpose deux figures issues de la culture scénique occidentale. Gloria Goffran dans le rôle d'Hippolyte, reine des Amazones, dans les ballets A Midsummer's Night Dream de Balanchine, et un dessert blanc européen extrait d'une photographie de vaudeville associée à la pièce des Amazons d'Arthur Wing Pinheiro. Ces ajouts marquent les cadres naturalistes comme profondément absurdes et artificiels. Sapant sa prétention à la vérité ethnographique et révélant au contraire son agenda performatif ainsi que son incapacité structurelle à représenter la différence. Par là, Baniwa relève que les images dites documentaires mobilisent les mêmes outils esthétiques que la mise en scène théâtrale occidentale. Les corps insérés viennent ainsi perturber la fiction coloniale d'une autorité stable en soulignant que ceci repose sur des procédés de spectacularisation, d'exotisation et de stéréotypage. L'intervention de Baniwa produit une collision conceptuelle entre deux fictions, la théâtralité burlesque de la mascarade européenne et la fiction pseudo-scientifique de l'ethnographie. Dans les deux cas, les corps sont mis en scène, sexualisés, racialement typés, destinés à la consommation visuelle. L'artiste dévoile ainsi que ces images partagent des systèmes esthétiques communs, où les fantasmes priment sur le réel et la mise en scène sur l'expérience. Ces gestes révèlent d'une friction ontologique qu'on sait que l'on peut faire remonter à Frantz Fanon, pour qui la colonisation désarticule les schémas corporels du sujet racialisé, les contraignant à une conscience à la troisième personne. Mais aussi un écho aux usages contemporains du terme chez des auteurs comme Mario Blase, qui l'utilisent pour désigner les conflits entre régimes d'existence, ou Singh, qui décrit la friction comme site d'interaction entre cosmologie et force globale. Baniwa s'empare de ce schéma corporel altérisé et le retourne au utile critique. En réinscrivant des corps exagérément codés dans une scène présentée comme authentique, il rend visible l'incarnation autochtone non pas comme un spectacle exotique, mais comme une résistance aux projections européennes, c'est-à-dire aux mécanismes par lesquels l'imaginaire occidental projette sur le peuple colonisé ses propres fantasmes, peurs et désirs, les figeant dans des identités exotiques, primitives ou hypersexualisées, selon une logique de domination symbolique. Il met ainsi en relation la théâtralité de l'autoreprésentation occidentale avec l'authenticité fabriquée de l'imagerie ethnographique
révélant leur imbrication performative. Refusant toute lisibilité stabilisée ou toute contre-image réparatrice, Baniwa propose un dispositif d'instabilité où le sang est perpétuellement remis en question. Il transforme l'archive coloniale en un champ de bataille iconographique, reconfigurant les regards, obligeant à reconnaître les logiques communes entre sciences coloniales et culture du spectacle, et inscrivant la présence autochtone non comme objet d'étude, mais comme sujet d'intervention critique. L'image danse des sauvages devient ainsi un site de résistance onto-esthétique, un terme que nous proposons ici pour désigner l'articulation entre les luttes ontologiques et les stratégies esthétiques de subversion visuelle, où la contestation de l'ordre occidental passe une mise en crise des formes sensibles, un tableau instable où les hiérarchies des genres, des races, des savoirs et des pouvoirs sont mises en œuvre. Dans d'autres rasures, et voilà un autre gravure de Hugendas qui a été inscrite avec la figure de Pasoka, les jaguars qui fuient à sa mort et qui demandent d'être laissés en paix et de les laisser aller. J'ai ri beaucoup avec ces images-là, mais vous pouvez rire aussi. Baniwa utilise la sous-inscription comme moyen de neutraliser ou d'ensorceler des images de l'archive coloniale. Ici, c'est plus visible quand il marque ces graphismes sur des images. Souvent, des motifs autochtones, Baniwa ou d'autres, se superposent au corps des personnages en les projetant ou en les prodiguant des soins médicaux. C'est ce qui se passe dans une image comme Rituel de Puri de Hugendas. Baniwa rétablit des codes cosmologiques effacés par l'objectif naturaliste. Ces ajouts démasquent la théâtralité de la composition originale, exposant sa prétention à la vérité ethnographique comme une fiction de contrôle. Il dissipe les maux causés par ces fictions, rendant ainsi leur pouvoir d'action à ces êtres. Dans ces gestes, Baniwa s'engage dans ce que Fanon appelait la résistance ontologique. Dans le monde brun, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans le développement de son schéma corporel. C'est une conscience à la troisième personne, on a parlé déjà de ça. Il s'agit d'une conscience à la troisième personne. Ici, Baniwa se réapproprie les corps autochtones non pas comme spectacle de la différence, mais comme un lieu de connaissance, d'action et de critique. Dans une démarche de continuité critique, je reviens à la dernière image, l'œuvre L'anthropologue moderne est né déjà ancien de Denilson Baniwa. Il prolonge les interrogations soulevées par Danse des sauvages, tout en déplaçant les foyers de l'analyse vers les dispositifs épistémologiques contemporains de la discipline anthropologique. Dans cette image, le regard ethnographique est inversé. Le savant n'est plus l'instance neutre de l'observation, mais un personnage ancien, dépassé, regardé à son tour. Ce retournement visuel fait écho à l'illustration de Debré, où l'anthropologue est représenté dans un environnement clos, détaché du monde qu'il prétend comprendre. En reprenant et subvertissant ces motifs, Baniwa met en crise la prétention à l'objectivité du savoir colonial. La dicotomie annoncée, conhecimento de gabinete, conhecimento prático, conhecimento de clos et conhecimento pratique, souligne la tension entre savoir désincarné et connaissance située, vivante, relationnelle. Elle rappelle également qu'un nombre de figures canoniques de l'anthropologie,
tels que Claude Lévi-Strauss, ont construit des théories majeures à partir d'un corpus limité de contacts de terrain, souvent filtrés par les prismes de l'analyse textuelle et comparative. La mention des parallaxes ici est cruciale. Elle désigne, selon Hal Foster, un déplacement de point de vue qui révèle la structure même de la perception, sans jamais pouvoir être résolu dans une synthèse stable. Foster propose de comprendre le modernisme lui-même comme une série de perspectives irréconciliables, où il montre que la production moderne est souvent traversée par des tensions non réconciliables entre forme et regard, sujet et objet. Benoît mobilise cette logique de la disjonction productive. Il ne cherche pas à faire dialoguer les cosmologies, mais à exposer l'impossibilité de les faire tenir dans un même cadre. Par la mention des regards qui est regardé et de l'anthropologie autochtone, Benoît convoque un lexique critique qui alimente une collision conceptuelle entre la modernité scientifique et les cosmologies autochtones. Le dispositif visuel lui-même devient site de friction ontologique, là où deux régimes de vérité, l'une classificatoire, l'autre cosmopolitique, s'affrontent dans sa possibilité de réconciliation dans les termes de la modernité. L'image ne cherche pas à représenter l'autochtone, mais à exposer les logiques du regard qui l'ont figé. Ce que Benoît propose alors, c'est une résistance onto-esthétique radicale, une œuvre qui n'illustre pas un savoir autochtone, mais qui incarne la puissance critique. L'anthropologue moderne, déjà ancien, est confronté à l'irréductibilité des mondes qu'il pensait objectiver. Et c'est précisément dans cette désorientation imposée que l'art de Benoît opère, en retournant les cadres, en déstabilisant les regards, en affirmant d'autres modes de présence, d'écoute et de relations. De manière cruciale, la pratique de Benoît expose également la violence épistémique inhérente à la production même de ces images coloniales. Comme l'affirme Silvia Rivera-Kuzikank, la décolonisation doit commencer par la confrontation avec les prétentions totalisantes de l'épistémologie occidentale et la réaffirmation de la légitimité des modes de connaissance autochtones. Les rasures de Benoît dépassent donc la critique visuelle. Elles mettent en œuvre une insurrection épistémologique. Les inscriptions qu'il ajoute, qu'elles soient humoristiques ou révérencieuses, refusent d'être absorbées par les archives. Elle fracture son autorité, expose ses omissions et rend visible ce que l'œil colonial ne pouvait pas voir. Ainsi, la rasure devient non seulement une méthode visuelle, mais aussi un mode de pensée contre-archiviste. Chaque intervention met en scène un refus de l'historiographie extractive et récupère l'image en tant que site de mémoire, de relations et de futurité. Comme le note Benoît lui-même, ses œuvres ne sont pas des révisions mais des droits de réponse, des réponses pleines de bon sens et des siècles de regards sans écoute. Merci beaucoup. Que tu voulais dire quelque chose. Moi, je veux dire quelque chose. Bon, je vais commencer. Je vais commencer, évidemment, par remercier beaucoup Fernanda pour cette présentation et qui cadre parfaitement toutes les questions épistémologiques que nous nous posons depuis hier matin, et qui sont celles de ces confrontations à l'archive. Alors maintenant, une question quand même. Dans
ton exposé, il y a une espèce de binarité entre l'archive, bon, qui, elle, est figée dans son ontologie classificatrice, etc. Enfin, tu as utilisé, suivant les images, différents termes, et le travail de Denison Baniwa comme dimension critique, toujours en mouvement, etc. etc. Sur le fond, je suis en plein accord. Malgré ça, je voudrais poser une question. Bon, j'y pensais déjà face à d'autres images, mais face à celle-ci, définir le point de vue de Debré comme simplement un monolithe ontologique, etc., me paraît difficile devant une image comme celle-là, puisque précisément le savoir du savant moderne, donc déjà vieux, donc déjà caduque, est lui-même assis, son fondement est en hamac, et donc un élément de la culture de l'autre. Donc comment est-ce que cette dimension qu'on trouve dans l'archive déjà, ce statut dialectique lui-même de l'archive est pris en compte, est travaillé et valorisé par l'artiste contemporain qui se veut lui-même critique. Merci beaucoup, Jacques, de cette question. Et quand même, j'ai forcé ici quelque chose peut-être que je devais ajouter, quelque chose qui est très présent à l'exposition, aussi à la recherche que tu fais et avec Gabriela, je pense que les regards de Denilson va surtout pas contre les images de Debré ou de Hugendas, mais contre leur naturalisation, leur utilisation comme document. C'est ça qui je pense qu'il veut figer et travailler un peu dans cette perspective contre-archiviste, de retirer cette autorité des preuves de ces images. Mais je suis d'accord avec vous, avec toi, qu'il y a là des éléments, bien sûr, dans ces images qui échappent à cette idée de contrôle du savoir colonial, mais qui pose une négociation avec cette différence qui est là difficile de regarder quand même. Et je ne suis pas sûre qu'il est intéressé à cet aspect-là. On voit cela et je pense que ça nous fait peut-être, ça serait un bon point de départ pour discuter comment présenter ces œuvres avec un artiste comme Denilson. Et quand il signe je pense que quand il ajoute à cette scène-là des éléments comme les bancos, Tucano, les poteries et même l'image à la porte et les dessins à la feuille, je pense qu'il signe là la présence qui les savants négocient des devoirs, mais peut-être n'a pas complètement l'habilité de noter. Je ne sais pas. Il faut que je pense un peu plus s'il est intéressé à voir ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a
beaucoup plus dans ces images de ce que la logique coloniale affirme. Les images échappent toujours au concept. Oui. Merci pour votre présentation. Je rajouterai un petit peu à l'édifice qu'ont commencé à construire Jacques dans sa remarque. Moi, j'ai trouvé effectivement que c'était il y avait une opposition un peu systématique entre finalement l'approche dite ethnographique ou anthropologique et artistique. Et puis que j'ai trouvé qu'il y avait finalement une tonalité un peu pessimiste aussi dans cette vision. Et donc, alors que dans plusieurs des photos que vous avez montrées, moi je voyais beaucoup plus de ressemblance, de rapprochement que de séparation en fait. L'image de la danse sauvage, je trouve que les gens dansent ensemble. Non, celle qui est recomposée. Non, ouais. Celui-là ? Non. Non. Ah, ok. Voilà. Je trouve que ça donne plus à voir, en tout cas pour moi, de la rencontre et de l'être ensemble que de la séparation ou de l'irréconciliable, comme vous avez évoqué. Et puis sur la dernière image de l'anthropologue déjà vieux, moi je trouve aussi c'est une belle fable de l'anthropologie parce que il est en état de rêverie, justement, l'anthropologue. Il regarde pas son modèle parce qu'il l'imagine. Et c'est ça aussi l'anthropologie. C'est peut-être que ça. Mais la perspective, je pense, la perspective de Nilsson, c'est d'une personne autochtone qui est toujours vue par des anthropologues. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas regardée. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais il faut tenir en compte que c'est un artiste autochtone qui fait ces images. Donc, il se positionne non pas comme l'anthropologue, mais comme les sujets autochtones qui regardent l'anthropologue. Donc, avec étonnement. On a l'impression qu'il le regarde avec étonnement. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé l'anthropologue serein et pas si vieux que ça. Alors, je suis artiste, je ne suis pas anthropologue, mais la question de l'image, je voudrais venir parce qu'il y a beaucoup d'images montrées par Fernanda qui sont présentes dans ma recherche aussi. Et je pense qu'il y a un décalage, effectivement, entre la réponse de l'indigène, et moi j'ai dit ça autant que femme blanche brésilienne, qui arrive à voir qu'il y a une distance confortable entre les deux mondes. Je pense qu'il y a vraiment un décalage. Je comprends ce que tu veux dire de l'anthropologue. En fait, il est en train de créer avec son imaginaire, sans regarder le sujet. Oui. Et c'est ça que c'est. Moi, je travaille dans cette zone-là, dans cette fiction que je dis fiction. Et je trouve qu'il dénonce de l'autre côté tout ce qu'il a. Et ça, c'est trop beau de voir au Brésil aujourd'hui. Beau, violent, je ne sais pas quel mot choisir aujourd'hui, mais on voit vraiment un mouvement des artistes autochtones brésiliens qui ont été tellement massacrés, qui ont tout perdu, on va dire, qui n'ont plus de langue, plus de référence, et que peut-être le seul point de réponse qu'ils ont, c'est cette fiction faite par les Européens. Donc on voit, moi je peux parler pendant mon intervention, je ne pensais pas parler, mais c'est intéressant, comment il y a des exemples aujourd'hui. Glyceria par exemple, je veux parler beaucoup de mon rencontre avec elle. Elle va utiliser les images de débris, qui sont pure fiction, c'est des images politiques, pour reprendre des savoir-faire. Donc je trouve cette fermeture de cycle assez intéressante aussi. Mais je comprends tout à fait, je suis un peu d'accord avec toi. Il a une fiction, une distance un peu aveugle. Ouais, je ne pense pas que c'est une distance confortable, c'est une position toujours inconfortable pour ces artistes qui doivent, comme dit Fanon, qui doivent toujours négocier son auto-représentation avec des représentations des autres. Et c'est ça qui parle l'image.
Et... Mais tu vois, comme c'est violent cette position, et c'est ça qui... Mais effectivement, c'est ça. C'est ça le problème. Et c'est ça. Et on peut conjurer ces images de la fiction qu'elles apportent. Et c'est pas une congrégation de gens qui s'amusent ici. Ils sont là sans regarder ce qui se passe au second plan et en dansant et fictionnalisant des positions des sujets autochtones. C'est une Amazone et c'est un homme qui se pose comme un sujet autochtone, qui fait des blagueries de ce qui c'est l'imaginaire de ce qui c'est une personne autochtone. Ce n'est pas des images des réjouis, des amusements, des rencontres heureuses entre des peuples. C'est pas ça. C'est toujours... il fait rire, mais il fait rire d'une chose qui c'est beaucoup violente et qui reprend sa autonomie en faisant l'autre objet de rire, du rire. C'est ça un peu. Et pour moi, cet regard-là, cette position-là de l'individu autochtone, c'est de profonde descréance. Incroyance, oui. Et c'est toujours, voilà, l'autre anthropologue qui vient nous dire comme nous sommes et nous décrire et nous parler comment notre vie est. J'ajoute que c'est une question très forte entre des sujets autochtones de déconstruire l'autorité de l'anthropologue. C'est une question politique aux premières urgences. Obrigada, Fernanda. Tout à fait d'accord. C'est intéressant parce que, comme tous les artistes de l'exposition, en fait, on se confronte avec ces deux stratégies très différentes. Et bien sûr que quand on passe beaucoup de temps à regarder ces images, quand on va travailler dessus, on les voit aussi, pas comme tout le monde les voit. Parce que je pense que ce que c'est très important, c'est un peu de contextualiser la présence de ces images dans l'imaginaire général. Nous devenons des spécialistes parce qu'on travaille dessus tout le temps, on voit des petits trucs, on passe du temps. Les gens ne passent pas du temps avec ces images. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder ces travaux. On peut les déconstruire et trouver plein de trucs, etc. Mais je pense que le processus, c'est de faire à ce que ces images de Debré, Roguenas, etc., qui nous sont très, très, très familières en circulation, qu'elles deviennent étranges, qu'elles deviennent déformées, qu'elles deviennent choses d'un autre monde. Quand je regarde le travail de Baniwa, c'est ça l'impression que moi j'ai, c'est de vraiment, et je pense que là, l'ironie est fondamentale. Donc oui, ça nous fait rire, mais c'est le but, je pense que c'est pas de nous faire rire. Le but, c'est de présenter et aussi que dire que l'autochtone, l'indigène, a de l'ironie. Ce n'est pas une culture littérale, ce n'est pas des cultures généralisées, ce n'est pas des sujets collectifs, etc. Et je pense que c'est le dispositif de l'ironie qui nous accroche à l'image et qui nous font penser. Bon, c'était plus un commentaire.
Oui, merci beaucoup. Je suis totalement d'accord. Mais je m'interroge à ces types d'images-là qu'on peut voir comme un peu innocent ou amusant et délicat, mais qui prend des images, des signes tellement importants pour des codes visuels, des codes artistiques autochtones, comme une manière de retenir, de se protéger contre les violences des images. Donc, je pense que l'ironie, c'est une arme très importante là, mais aussi la supposition du regard non autochtone que ces images sont jolies, sont amusantes, sont infantiles. Et donc, quand elles portent des choses qui sont très fortes, parce qu'on ne mobilise pas ces signes-là sans les savoir et sans savoir les pouvoirs qu'il ajoute. Mais il compte avec l'ignorance de l'observateur. Merci beaucoup, Fernanda. J'avais une question, mais qui maintenant s'est transformée à travers la discussion, donc peut-être je rebondis là-dessus. Peut-être parce qu'on se parle au-delà de la conférence que j'ai entendu d'autres choses que tu as dit aujourd'hui, donc peut-être j'ai une autre perception, mais j'avais l'impression que c'était pas si binaire. Déjà, la manière dont tu commençais à différencier Rogondas et Debré, on est loin de cette idée qu'il y a un regard européen. Il y a déjà des perspectives qui se différencient, qui opèrent de moyens différents. Et j'avais l'impression que j'ai beaucoup aimé cette idée quand tu as dit, voilà, c'est pas de l'iconoclasme, mais une défiguration dialogique. C'est magnifique parce que dialogique, ça veut dire il y a rencontre malgré tout, il y a partage malgré tout. Et c'est comme ça que j'avais compris ton analyse des images qui, certes, nous mettent face à la violence et le privilège de la visibilité, parce que c'est ça, il y a quelqu'un qui est au pouvoir de représenter, quelqu'un qui ne représente pas, mais la critique s'est faite en révélant ce qu'il y a de commun, et ce qui est la créativité, l'artificialité, qui va tout à l'encontre de ce discours objectivisant et totalisant. Donc, la critique dévoile justement ce qu'il y a de commun au niveau des images. Quand on est dans la représentation, on est dans l'artificialité, et je trouve que cette image dans la MAC est magnifique parce que c'est comme des spotlights qui montrent, mais voilà, il y a des deux côtés cette expressivité, cette créativité qui fait qu'on n'est déjà pas dans le régime de la vérité. Donc, on critique que ce n'est pas documentaire, mais pas pour opposer une vérité, mais pour opposer une approche qui est toujours, malgré elle, dans la perspectivité. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi, il faut remarquer que pour... Livia a parlé de Glycera Tupinamba, mais ça c'est vrai aussi pour Denilson, que ces images elles ont l'utilité, parce que quand il remarque ici, bien sûr, c'est une image que quand on voit, qu'est-ce qu'on reconnaît? La chasse, l'alimentation des peuples autochtones à travers la chasse, la famille, les moyens de porter l'enfant sur les dos, et on voit tout ça. Mais l'image pour Denilson fait qu'ils peuvent remémorer ou élaborer cette idée de que
les animaux et les gens sont de la même nature. Et donc, quand on mange la chair de la chasse, on doit tenir en compte que c'est quelqu'un de la famille ancestrale. Et donc, il faut demander la permission, il faut faire tous les processus nécessaires pour que ça ne va pas lui donner du mal ou des choses comme ça. Et donc, l'image fonctionne doublement parce qu'elle peut, et surtout par Glycère, quand elle voit une image comme celle qui, pour les yeux occidentaux, ce qui choque, c'est la chair humaine qui s'est faite au moqueado, là. Mais pour elle, ce sont des autres détails de la femme qui fait le feu, ou d'autres aspects qui sont là à l'image et qui la servent comme dispositif de rencontre avec sa propre expérience, sa propre mémoire et la mémoire des savoirs de son peuple. Donc, c'est intéressant de voir. Je voudrais ajouter ici un peu quelques mots sur Glycéria, mais j'ai décidé de couper. Mais cette manière d'interroger des images qui est différente, qui est propre à des personnes comme Glycéria ou Denilson, qui, en même temps qu'ils peuvent critiquer l'image, ils peuvent aussi s'utiliser de l'image pour remémorer la connaissance de son peuple. Et aussi, c'est toujours beaucoup intéressant de voir Glycéria faisant ça, qui c'est sa connaissance qui fait l'échec de l'image. Et ce n'est pas l'image qui donne la preuve, mais sa expérience et sa connaissance qui peuvent dire « Ah, ça c'est vrai, et ça ce n'est pas vrai. Ça c'est une invention. » Au manque de perception, de compréhension de quelque chose, de quelque expérience qui est représentée à l'image. Oui, mais ce que je voulais ajouter, c'est seulement qu'il commençait, il n'y a pas d'image pure. Les images sont toujours contaminées. Et je crois que tous les artistes qui travaillent sur des braies et tout ça, il permet aussi, j'ajoute à propos du commentaire de l'anthropologue, qu'il a donné une autre interprétation. Et ça, c'est intéressant aussi pour voir la variété d'interprétations qui peut susciter chaque image, celle de Debré et celle des artistes qui ont travaillé sur Debré. Et là, on est dans la construction d'un nouveau archive à partir d'un archive. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Voilà, c'est tout. Non, juste, voilà, moi aussi, c'est très riche tout ça, il y aurait... mais effectivement, je rejoins toutes les différentes communications. À chaque fois, on voudrait rajouter un morceau, mais effectivement, cette question il y a l'archive, c'est un document qui existe et qui renouvelle en soi l'idée de la violence. L'image existe parce qu'il y a quelqu'un qui l'a donnée la première. Donc, Debré, qui pour lui
a donné une image, Baniwa, quand il s'y compare, il est obligé de repasser par cette image. Donc, déjà, à qui il parle? Parce que, donc, toujours tu parlais de stratégie, de négociation, on parlait d'ironie, c'est toujours des systèmes de modèles de resignification d'une image qui existe déjà, qui ne fait que perpétrer quand même cette violence qui désormais est presque assumée. En fait, il y a quelqu'un qui parle le premier, et donc quand Bani, par exemple, reprend son interprétation de cette reprend la parole en donnant une interprétation de cette image, le fait en passant par cette image, et il doit le faire à travers l'ironie ou des systèmes qui permettent d'être entendu. Et donc je repensais aussi à ce que disait Isabelle hier à propos de possibilités d'attaquer avec violence et de détruire et d'effacer, ou alors de trouver justement des stratégies de poésie, d'ironie. Justement, je trouve que la clé de l'ironie est très intéressante justement dans ce sens-là. Et je pense que aussi ce que c'est intéressant dans Des Nilsson, c'est qu'il a toujours un double public. Un public autochtone et un public non autochtone qui va voir des différentes choses dans ce qu'il fait. Et qu'il compte aussi avec cette décalage, cette choc des perspectives. Parce qu'on sait que pour les gens autochtones, de voir des blancs dansant dans un rituel, c'est toujours un motif de blagues, d'ironie, des choses comme ça. Et donc, c'est une image qui fonctionne doublement comme une manière d'expliciter la fiction, mais aussi comme manière de se moquer de ce qui fait l'autre, en ce cas l'autre non autochtone. Oui, j'aurais juste une question sur la singularité du cas au sens général, et en particulier cette image, comme d'ailleurs l'image précédente des Trois Grâces sur une gravure, voilà, une gravure début 16e. Je crois qu'il est important de rappeler que cette évolution qui va de ces images-là à Debray porte, en l'occurrence, parce que c'est ce sur quoi nous réfléchissons ici, sur l'Amérique portugaise, pour aller, mais le processus est rigoureusement exactement le même en Europe pendant les mêmes siècles. Autrement dit, l'image de l'anthropophagie dans les Americana, et donc c'est l'atelier Debry, pas Debray, Debry, c'est exactement le même langage visuel que celui qui décrit les massacres de protestants contre catholiques et de catholiques contre protestants. Il n'y a aucune différence dans le code. De la même manière que ces représentations-là sont des représentations qui peuvent fonctionner sur n'importe quelle... ce code visuel fonctionne pour n'importe quelle édition Gutenberg de la Bible, hein, d'illustration, etc. Et à l'issue de cette évolution, les représentations lithographiques des différentes classes sociales dans les pays européens au cours du XIXe siècle aboutissent exactement à cette violence dont vous parliez à l'instant, au fond, dans des distances qui sont tout aussi grandes, et avec comme contre-coup... Alors, il y a une différence fondamentale, c'est que la lithographie européenne sur l'Europe, ce sont, alors je suis totalement incapable de le dire, hein, mais des centaines de milliers d'images, peut-être au-delà des centaines de milliers d'images. C'est-à-dire que la lithographie fait que la bibliothèque d'images que l'Europe produit d'elle-même au cours du XIXe siècle est absolument phénoménale. Autant que, disons, que la photographie au XXe. Et du coup, ça produit au XXe siècle une véritable industrie du détournement et de l'ironie de cette bibliothèque de l'image. Et donc, je pense que dans ce travail de réflexion qui est conduit, on a intérêt à ne pas isoler le cas brésilien, en fait, tout simplement.
parce que la violence coloniale est une chose, la violence de classe existe aussi, et à dire vrai, le cheminement est très proche. Bonjour, et merci beaucoup, Fernanda, pour votre présentation. Ma question, elle porte en fait sur la collectivité d'artistes indigènes au Brésil. Alors, parce que Denilson prenait beaucoup la question qu'il faut s'organiser. Alors, les mouvements est déjà organisé en termes politiques, mais quand on voit le travail qui porte sur les images d'archives coloniales, en général, c'est un travail très individuel. Alors, on voit très marqué cette image du sujet artiste. Quand ils vont travailler en collectif, alors la définition avec Dayara Tucano ou avec les CIA, il y a ce travail qui se passe en dehors du musée. Ma question, c'est de quelle façon cette image de l'archive coloniale, une citation très crue, de quelle façon elle pourrait apparaître aussi dans ces organisations collectives entre ces artistes en dehors du musée. Merci. Je pense qu'il y a des expériences qui, Denilson et Gustavo Caboclo ont fait dans les musées, mais au dehors du musée, avec d'autres artistes, que c'est une expérience qui s'appelle qu'ils ont fait au Musée Paranaense avec d'autres artistes autochtones, de revoir, de refaire ces images d'archives. Surtout des photographies, des choses comme ça, et même de remporter des images qui sont sans identité, sans information au musée, en faisant qu'elles régressent à la communauté et qu'elles peuvent être ressignifiées par des gens qui reconnaissent quelqu'un dans des images et qu'ils ont fait un travail très, très intéressant sur ça. J'oublie le nom du projet. Et même Glyceria, ce qu'elle fait avec sa communauté, c'est aussi de discuter ces images avec des jeunes, avec des maîtres. Et je ne vois pas comme un effort collectif, un peu. Ce sont des expériences qui sont particulières, mais qui sont toujours, qui ont toujours cet aspect de n'être pas un travail isolé ou individuel, parce qu'il y a toujours cette transit entre l'individuel, le collectif, l'individuel et le communautaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je ne connais pas des initiatives systématiques, mais je connais un peu ces types de travail qu'ils font, et des réappropriations des archives et des significations des archives.